Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, on est en compagnie de Gauthier Léonard qui est venu nous présenter Suzaku. Alors dans un premier temps et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser Gauthier te présenter et surtout nous présenter ce qu'est Suzaku, pardon. Mmh. Merci de m'accueillir sur la chaîne, très heureux d'être ici. Alors, donc moi, Gauthier Léonard, je suis cofondateur de Suzaku. On est 2 cofondateurs, plutôt techniques. Donc on a le même background avec mon cofondateur, donc ça comme ça fait d'une pierre deux coups. On était tous les 2 formations d'ingénieurs. Heu, on a bossé pendant 4 ans et demi, 5 ans, dans le consulting, dans le big data. On travaillait pour des grands groupes en France, dans tout ce qui est infra, plutôt maintenance de l'infrastructure, pour le stockage et le traitement de données en grosse volumétrie. Donc, on a bossé pour EDF, Interpol, OCDE, ce genre de grands groupes. Et début 2021, moi, je suis un peu tombé dans le Web3 à ce moment-là, par Avalanche. Donc, en gros, j'avais une connaissance à moi qui a fait la private d'Avalanche, et il m'a montré Avalanche. Donc, j'ai découvert en fait tout le Web3, toute la DeFi par Avalanche, parce que c'était vraiment, Avalanche venait de se lancer fin 2020, donc il y avait quasiment rien en fait sur le réseau. Tu Donc il y avait t'amusais à switcher entre la cross-chain et la X, et la ouais, X-chain. c'est ça. Donc quand tu arrivais à l'époque sur Avalanche, c'est ça, tu arrivais sur une chaîne un peu bizarre, la X-chain, ensuite il fallait bridger. Donc ça a fait une introduction un peu hardcore, mais moi je suis ingénieur, donc ça va, j'ai survécu. Et j'ai découvert vraiment la DeFi comme ça. Il y avait, il y avait tout à faire sur Avalanche. Il y a le premier DEX qui s'est lancé début 2021, ensuite d'autres DEX, des airdrops, le Mmh. lending qui sont arrivés plus tard, les NFT bien sûr, et les Ponzi. On se connaît l'été 2021. Donc au début, j'étais là plutôt pour la spéculation. Enfin, et puis après, je me suis intéressé quand même dans la tech, parce que comme je suis tech de base, je suis ingénieur. Donc ça m'intéressait. J'ai beaucoup aimé les, déjà les valeurs que le Web3 veut véhiculer, enfin veut véhiculer. Donc le fait que tout le monde ait accès aux mêmes produits sur la blockchain, qu'il n'y ait pas de discrimination à l'entrée, que ce soit nationalité, compte en banque, toutes ces valeurs-là, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai commencé à construire des petits side projects en parallèle de mon boulot. À l'époque, j'étais encore en CDI dans le big data. Donc, sur l'infra, donc Avalanche, en fait, je pense qu'on pourra en parler plus tard, mais c'est un écosystème qui est pas très connu en France, enfin, moi je trouve, et qui permet de faire beaucoup de choses, notamment de créer ses propres blockchains. Donc, il y a tout un aspect infra qui est plus infrastructure, qui est plus nécessaire dans Avalanche, puisque quand on crée sa propre blockchain, on va devoir installer des logiciels sur plusieurs serveurs, les mettre à jour, etc. Et ça, c'est ce que je faisais dans ma vie de tous les jours. Donc, j'ai commencé à Et les développer des... sous-réseaux, et pour les gens qui Ouais, c'est ça. connaissent, voilà, c'était les subnets où ça a été vraiment vendu au départ, Avalanche, vraiment pour cette innovation. Et là, C'est à ça. l'heure actuelle, là, aujourd'hui, on est fin octobre. Qu'est-ce que tu en penses encore de cette innovation? Parce que parfois, avec les ZK qui n'existaient pas à l'époque, Mhm. est-ce que tu penses encore que cette innovation, vraiment dans la narrative, va perdurer, ou l'utilité, en tout cas, euh, enfin, malheureusement, moi, quand j'avais observé un petit peu après, est-ce que il y a eu du succès sur les subnets, j'avais été un petit peu déçu quand j'avais vu l'activité à un certain moment, Mhm. mais là, j'ai pas regardé depuis. Ouais. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, des subnets et Ah, l'évolution aussi? ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'on pourra rentrer dans le détail après. Je peux peut-être finir mon intro d'abord. Mais donc, en fait, Bien sûr, il y a tout un gros aspect de Suzaku qui est lié à ça, en fait, qui est lié au L1, ils appellent ça maintenant. Ils ont rebrand. Parce que Subnet, c'est un côté un peu négatif. Sous réseau, c'est un peu diminutif. Enfin, c'est un peu réducteur. Et on verra aussi, enfin, je vous expliquerai aussi pourquoi est-ce que ça fait plus trop sens dans Avalanche aujourd'hui de parler de Subnet. Parce que là, il y a un gros changement dans le protocole qui est en train d'arriver, qui va faire en fait que ça va être beaucoup moins coûteux et plus simple et plus enfin plus flexible de lancer sa blockchain sur Avalanche. Et je pense qu'ils vont faire tomber beaucoup, enfin c'est en train de faire tomber beaucoup de barrières qui ont empêché justement le lance, enfin la croissance de l'écosystème Avalanche. Et en effet, oui, je suis d'accord avec toi que pendant longtemps il n'y avait pas grand-chose sur la partie subnet.
Mais moi, en tout cas, quand je suis tombé dans Avalanche, moi, j'aimais bien cette vision. Euh, Étant, moi, dans le big data, moi-même, et en fait, dans le big data, il y a cette notion de scalabilité horizontale où on va ajouter les serveurs à un cluster qui peut devenir très gros avec des milliers de machines. J'ai tout de suite adhéré justement à la vision d'Avalanche qui est toutes les transactions ne tiendront jamais sur les transactions du monde ne tiendront jamais sur une seule blockchain. On a besoin d'avoir plusieurs blockchains en parallèle. Et en fait, Avalanche, lui, s'est lancé avec cette vision-là dès le début, ils avaient trois chaînes, en fait, dès le début, dès le premier jour. Et j'ai tout juste adhéré, donc je me suis dit, bah, je vais commencer à faire de l'outillage pour justement, si quelqu'un veut lancer sa blockchain, j'ai développé un outil open source qui permet d'automatiser tout un tas de choses en me basant sur des technologies que je connaissais déjà. À l'époque, l'outillage Avalanche était vraiment nul, pour être poli. Et du coup, quand j'ai commencé à construire ça, après, j'étais aux conférences Avalanche, la première, la deuxième, donc j'ai commencé un peu plus, encore plus à plonger dans le truc. Et j'ai réussi à convaincre donc, mon cofondateur de lancer une boîte début 2023. On a pris la décision fin d'année 2022, mais on s'est lancé début 2023. Donc, en se basant sur cet outillage, en fait, l'idée, c'était justement de monter une entreprise SaaS qui fournit des services aux entreprises qui veulent utiliser Avalanche pour lancer leur blockchain en fournissant un service managé où tu cliques sur des boutons et tu peux lancer ta blockchain. Tu peux la mettre à jour. Donc, SaaS classique, logiciel. Et donc, depuis début 2023, on a construit notre premier produit qui s'appelle Hash. Donc, c'est ce produit-là qui permet de faire de la blockchain managée. Et en début d'année 2024, on a commencé à bosser sur Suzaku, qui est un peu qui est un complément en fait à Hash. Hash, ça gère vraiment toute la partie infrastructure. C'est c'est un SaaS classique où les gens ils vont payer avec leur carte bleue tous les mois. On se branche à leur compte AWS, par exemple, on installe des softwares et on les met à jour, etc. Euh, mais il y a rien on-chain, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de Web3 là-dedans. Et, mais une fois qu'en fait, Ça aide les validateurs, ça aide les nœuds, ouais, c'est ça. OK, C'est les validateurs de la blockchain, ouais. ça marche. Euh, mais en fait, une fois que tu as ta blockchain qui tourne, tu as quand même tout un aspect qui est pas couvert, qui est comment est-ce que je vais sécuriser ce réseau-là? Euh, comment je vais le décentraliser plutôt? J'ai envie de ramener. Moi, au début, je lance ma blockchain, je vais avoir, par exemple, cinq machines que je fais tourner en interne, c'est géré par mon équipe infra. Du coup, le réseau, il est pas du tout décentralisé, quoi. C'est juste, je lance ma blockchain. Mais petit à petit, j'ai envie de le décentraliser, donc de ramener des autres opérateurs de validateurs, euh, pour que déjà j'ai toutes les propriétés de la blockchain de base qui sont censorship resistance, euh, liveness guarantee. Donc, j'ai pas envie que ma blockchain, si jamais, je sais pas, mon cloud provider, il a un problème, elle s'arrête de fonctionner parce que j'ai toutes mes machines au même endroit ou dans le même compte, AWS. Si jamais je me fais hack mon compte et que quelqu'un supprime mes machines, par exemple. Euh, et donc, je vais vouloir décentraliser, mais pour décentraliser un réseau, il y a plein de composantes dont on a besoin. Et notamment, c'est comment s'assurer que les personnes qui vont rejoindre mon réseau sont bienveillantes et vont pas essayer de prendre le contrôle de mon réseau, etc. Et tout ça, c'est Proof of Stake, en fait, qui résout un peu le problème. Et, euh, et le restaking aussi, dans une autre mesure. Bah, Voilà. c'était, l'une de nos prochaines questions, en fait, c'était est-ce que tu pouvais expliquer en un mot déjà qu'est-ce qu'est le staking, le POS? Et enfin, ça a apparu aussi avec Ethereum. Puis après, il y a eu, l'apparition du restaking aussi, Mhm. avec Eigenlayer et je pense que ça vous a donné, des idées et voilà, est-ce que Ouais, tu attends. pourrais donner ta définition, en tout cas du staking et ensuite après l'apparition du restaking et ta Mhm. définition aussi? Ouais. Euh, Proof of Stake, aujourd'hui, comment dire, le modèle de sécurité le plus utilisé dans la blockchain. Euh, Là où Bitcoin est Proof of Work, dans Bitcoin, on va prouver, enfin, on prouve qu'on est bienveillant en dépensant de l'énergie, en fait. Donc, pour pouvoir miner un bloc dans Bitcoin, je vais devoir dépenser énormément d'énergie pour trouver le bon hash de ce bloc. En Proof of Pour Stake, énormément d'argent. ouais.
bah, du coup, oui, ça coûte énormément d'argent. Et en plus, tous les mineurs, ils sont en compétition pour trouver ce hash-là. Donc, ça génère énormément de perte d'énergie aussi, quoi. C'est de l'énergie dépensée euh, un peu dans le vide, on va dire. Mais c'est ce qui donne la valeur à Bitcoin, par contre. Euh, c'est que justement, bah, comme l'or coûte de l'argent à extraire, bah, le Bitcoin coûte de l'argent à miner parce qu'il faut dépenser toute cette énergie à trouver le hash. Euh, mais la majorité des blockchains aujourd'hui sont proof of stake, qui changent le paradigme, qui plutôt que de demander de dépenser de l'énergie en, en calcul, quoi, on demande aux participants de montrer qu'ils ont un intérêt dans le réseau en bloquant une somme conséquente d'argent. Donc, sur Ethereum, ça va être 32 ETH. Donc, je vais staker 32 ETH. Et si jamais je l'essaye d'être malicieux sur le réseau, enfin, si jamais j'essaye d'introduire des transactions qui sont pas correctes, si jamais j'essaye de faire une opération de double spending, je vais perdre une portion de mes 32 ETH. Euh, donc, si d'une manière ou d'une autre, je suis malicieux, je vais en fait perdre une partie du capital que j'ai investi. Et donc, cette proof of stake garantit par ce biais-là que les gens qui participent au réseau sont bienveillants, qu'ils agissent pour le bien du réseau. Euh, Ça va même plus loin parce que même en fait, bah, même sans vouloir être malicieux, rien que le fait d'avoir des performances médiocres, par exemple sur son nœud, ça va bah, réduire la performance globale de la chaîne. Mais comme moi, j'ai 32 ETH stakés, bah, j'ai un intérêt à ce que le réseau en entier soit, ait un succès, quoi. Et donc, j'ai intérêt à ce que la performance de mon nœud soit maximum et que l'écosystème prospère, etc. Donc, ça aligne un peu les incentives entre tous les acteurs impliqués via le stake qui est rattaché à chaque validateur, chaque serveur de la blockchain. Euh, Ça, c'est pour Proof of Stake. Il y a un point important, enfin intéressant ici, c'est que d'ailleurs, Ethereum utilise le slashing. Donc, c'est-à-dire que si je fais une erreur, entre guillemets, de validation sur Ethereum, je vais perdre une partie de mes ETH. Euh, et Avalanche, ils ont enfin, ils ont un point de vue sur le slashing qui est intéressant et en fait, ils disent que il n'y a pas de slashing sur le principal, c'est-à-dire que Avax aujourd'hui, ça coûte 2000, enfin Avalanche, ça coûte 2000 Avax pour devenir validateur. Mais si je suis malicieux sur le réseau, je ne vais pas perdre euh, sur ces 2000 AVAX. Je vais uniquement perdre les rewards, donc les revenus que j'étais censé recevoir de cette validation-là. Donc pour eux, en fait, c'est assez de faire perdre aux gens les rewards, parce que du coup, je perds 7% de revenus d'APY par an, plutôt que de perdre une portion du stake. Ce qui fait aussi que sur Avalanche, par exemple, il y a beaucoup moins de liquid staking. Euh, Enfin, c'est un des facteurs parce que le liquid staking sur Ethereum, c'est très populaire parce que bah, en fait, les gens, ils n'ont pas envie de se faire slasher, donc ils vont confier leur Ether à des gens qui sont des professionnels pour faire tourner les nœuds, qui eux, ils sont sûrs qu'ils vont jamais se faire slasher. Enfin, ou c'est très rare, ça arrive très rarement sur Ethereum. Là où sur Avalanche, il y a beaucoup de gens qui font tourner leurs nœuds eux-mêmes. Enfin, et en tout cas, le liquid staking est beaucoup moins développé sur Avalanche parce que bah, en fait, je peux faire tourner mon nœud. Dans le pire des cas, je perds juste mes rewards et je perds pas le principal, quoi, le 2000 AVAX que j'ai staké. Donc ça, c'est le Proof of Stake. Et donc aujourd'hui, bah, il y a 90% des blockchains qui l'utilisent. Euh, et Proof of Stake, ça a un inconvénient qui est bah, quand je lance mon réseau de Proof of Stake et que je veux le décentraliser, j'ai besoin de convaincre beaucoup d'acteurs d'acheter mes tokens. Alors, Euh, et déjà, je dois avoir un token. Enfin, je dois avoir un token, je dois l'avoir lancé. Je dois convaincre beaucoup de gens de l'acheter, de le staker pendant des durées assez longues. Et en plus, sûrement, quand je lance mon token, la volatilité de ce token, elle sera assez importante, parce que la liquidité disponible sur les marchés, enfin, si je veux que mon token soit pas volatile, bah, je dois déployer beaucoup de liquidité, c'est-à-dire que je dois payer beaucoup de partenaires, enfin, je dois donner beaucoup d'incentives aussi, parce que je dois me diluer énormément, d'une part pour maintenir la liquidité de mon token, d'autre part pour bah, payer les gens qui ont bien voulu staker mon token sur le réseau.
Et tout ça fait que en fait, c'est très dur de lancer un réseau, Proof of Stake, depuis rien, quoi. Il y a très peu de blockchains aujourd'hui qui le font, vraiment, enfin, on les compte, il y a peut-être, 20 quoi, qui ont vraiment eu du succès et qui ont réussi à avoir un réseau, décentralisé où il y a vraiment un écosystème sain de validateurs et cetera. Où la smart money ne vient pas que pour les incentives, en fait, Ouais. qui est souvent donnée par la fondation. Ouais, c'est ça, Mais parce que c'est le modèle intéressant, pardon, mmh. Vas-y, excuse-moi vas-y. Gauthier, vas-y. Non, Non, je parce que trouve que alors pardon. vas-y. Non, non, Shifumi. Vas-y, vas-y. Non, Vas-y. je disais oui, parce que le modèle d'arroser de rewards, il marche qu'un temps, quoi. Donc c'est sûr que les validateurs, au début, il y a énormément d'APY, mais de toute façon, c'est pas très bon pour la courbe long terme du token qui va juste être une ligne, enfin, logarithmique, inversée, quoi. Ouais. J'aurais aimé, alors ce que tu as dit, c'est super intéressant et ce d'autant plus en fait qu'en ce moment, en ce qui concerne, le proof of stake et cetera, on a tendance à utiliser l'exemple d'Ethereum bien sûr qui est passé au proof of stake avec, The Merge. En ce moment, on a Vitalik Buterin qui est dans une phase, proactive. Je crois qu'il écrit presque tous les jours concernant, la roadmap, sa roadmap sur son blog, que je vous conseille à aller lire, même s'il y a des articles de vulgarisation qui sont bien sûr très efficaces et très bien faits, que ce soit, Journal du Coin en passant par Cryptost. On va en citer un troisième pour, l'égalité Coin Academy. C'est toujours intéressant d'aller tout de même lire, voilà la base et bref, tout ça pour, en revenir parce que tu as la liste de ce que tu as dressé un petit peu comme inconvénient du proof of staking, c'est un petit peu ce que, c'est on est-ce que c'est pas justement, tout ça qui fait qu'on a tendance des fois à dire que par rapport au proof of work, même s'il y a également, cette histoire de bataille entre les mineurs, par rapport à la difficulté de minage, est-ce que, le proof of staking, c'est pas un petit peu ne pose pas des problèmes de décentralisation? Mmh. Je te Ouais, laisse un peu un ça pavé peut, dans la ça ouais, ça peut. Non, mais ça peut. En fait, c'est sûr qu'on va dire que, de manière générale, les réseaux qui arrivent à, on va dire, à se lancer en proof of stake, au général, au début, ils sont plutôt centralisés dans le sens où il y a la fondation qui va avoir beaucoup de tokens. Bon, Ethereum, c'était pas trop le cas parce que je pense que c'était il y a longtemps, quoi. mmh mh. C'était un cycle précédent, mais je pense que toutes les blockchains qui se sont lancées, on appelle les VC chains, quoi. Donc, Avalanche, Solana, Sui, enfin, toutes les grosses blockchains qui se sont lancées un peu plus tard et qui avaient du backing de VC. Quand elles se lancent, il y a une grosse proportion de la supply qui est à la fondation, en fait, qui a la majorité des nœuds, qui a la majorité de la supply. Donc, c'est sûr que pour lancer le réseau, c'est plus dur de le faire de manière totalement décentralisée. Après, je pense que c'est une phase qui est pas forcément, enfin, c'est pas forcément un problème, de commencer comme ça, si tu arrives à distribuer ta supply au fur et à mesure. Et d'ailleurs, on a vu que certains écosystèmes qui ont voulu se décentraliser trop rapidement, comme Cosmos par exemple, bah, et avec beaucoup de gouvernance, bah, ça limite aussi leur capacité d'innovation et d'atteindre un consensus. Euh, donc il y a un juste milieu qui est très difficile à trouver entre, bah, se décentraliser, mais pas trop vite non plus, parce qu'on veut garder une certaine flexibilité, une certaine pertinence dans les choix qu'on fait. Euh, parce que, parce qu'au final, plus tu te décentralises aussi, même ton token, tu vas te retrouver avec des acteurs qui n'ont pas les mêmes initiatives forcément enfin, les initiatives peuvent être ouais, des alignés entre certains gros backholders qui veulent juste pumper le token, enfin faire pump le token de manière, on va dire, momentanée, sans penser au très long terme de l'écosystème, etc. Euh, je suis d'accord que si tu veux lancer un réseau totalement décentralisé Day One, sûrement Proof of Stake est plus adapté. Euh, Proof of Work, pardon. Mais Proof of Stake, bah, en termes de scalabilité de ce que tu peux faire sur le réseau, bon, on voit aujourd'hui que Bitcoin, c'est super limité. Même s'il y a des nouvelles chaînes Proof of Work qui sont, je pense, tu peux faire plus de choses. Là où je connais pas du tout, donc je pourrais pas en citer. Mais enfin, je connais très peu l'écosystème Proof of Work autre que Bitcoin. Mais je pense que de manière générale, ça reste quand même plus limité dans ce que tu peux faire dessus, de par justement toute cette énergie dépensée euh, enfin, dans la compétition, quoi. Il y a des, ouais. Très, très intéressant.
Et du coup, Gauthier, est-ce que tu pourrais présenter du coup, Suzaku et Ouais, son on a utilité? ouais, c'est ça. Donc, on va faire du coup, j'ai fait le proof of stake, du coup, le Ah proof of oui, du coup, le restaking maintenant. Donc en fait, on a vu tous les problèmes du proof of stake, qui est, bah, en fait, je lance mon réseau, comment je vais faire pour attirer tous ces gens, pour avoir une économie de tokens saine, et cetera. Parce qu'il y a aussi un autre aspect qui est, en fait, le fait d'être obligé de lancer le token en même temps que le réseau, ça fait que, bah, parfois, enfin, c'est au final, les blockchains, c'est un peu des startups aujourd'hui, donc, elles, bah, c'est des business models qui sont pas forcément totalement finalisés en phase de lancement. Donc, si je lance mon token day one, je vais avoir certaines tokenomics. Peut-être qu'au moment où je trouve mon product market fit, enfin, c'est-à-dire au moment où mon produit trouve une réadoption, les tokenomics que j'ai lancés 2 ans auparavant, elles font plus trop sens, mais j'ai déjà, je sais pas, j'ai déjà balancé 50% de ma supply en reward, peut-être pas forcément de la bonne manière. Et donc, ça va aussi créer des problématiques de pérennité du protocole potentiel, quoi. Et donc, là, le restaking, le restaking va permettre deux choses. C'est de lancer des réseaux sans forcément avoir le token, et puis aussi de se baser sur mais quand même de la sécurité, quoi. Et donc, EigenLayer, pour prendre l'exemple d'EigenLayer, qui est le Mmh. premier, enfin, c'est eux qui ont introduit restaking. En fait, l'idée, c'est plutôt que de créer mon propre token, de devoir attirer des gens à staker, à acheter mon token, à le posséder pendant longtemps, on va utiliser ETH, enfin, Ether, qui est un token qui est très capitalisé, énormément de liquidité, plutôt stable, beaucoup de gens qui ont l'Ether et qui veulent garder l'Ether. Donc, on va utiliser l'Ether pour sécuriser des nouveaux réseaux. Mais enfin, Egenlayer, il voyait plutôt ça avec Ether, qui est le backbone, en fait, donc la colonne vertébrale de l'écosystème, et puis, enfin, Ethereum, la blockchain principale, et puis tous ces systèmes qui veulent se lancer par-dessus, et qui, enfin, sur Egenlayer, c'est beaucoup des systèmes qui sont pas des blockchains. Ça peut être des oracles, euh, des bridges, euh, maintenant tout ce qui est ZK, donc, des provers. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'IA, donc des réseaux qui vont pouvoir prouver l'exécution de modèles d'IA, ce genre de choses. Qui, en général, ils n'ont pas besoin même pas besoin de consensus, donc ils n'ont même pas besoin de blockchain, enfin à proprement parler. Mais ils ont quand même besoin d'avoir des gens qui vont faire tourner l'infrastructure, donc d'être décentralisés. Et donc, plutôt que de demander à ces gens-là d'acheter mon token Toto que je viens de sortir et que on ne sait pas dans quelques années où est-ce qu'il sera, je vais leur demander d'acheter de l'ETH, enfin de l'Ether, et de staker cet Ether sur mon réseau. mmh, Et maintenant, Muzaki va encore plus loin aussi, c'est qu'il va dire, plutôt que de pouvoir staker qu'une seule fois pour sécuriser un seul réseau, pourquoi ne pas le faire plusieurs fois? Parce que de toute façon, en fait, l'argent est déjà ici, donc pour être optimal, en fait, on va pouvoir le réutiliser euh, pour restake. Donc déjà, l'Ether va déjà sécuriser Ethereum dans un premier temps. Et une fois que sécurise Ethereum, je peux le restake pour sécuriser d'autres réseaux euh, plusieurs fois. Et après, en fait, le nombre de fois que tu vas restake et les réseaux sur lesquels tu vas restake, c'est à certains acteurs de décider. Euh, D'une part, c'est le réseau lui-même qui peut dire, bah non, moi, j'ai pas envie d'être restake avec cette chaîne parce que c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils font, mais j'ai pas envie d'être restake avec eux. Et après, c'est aussi les d'autres acteurs qui ont le rôle d'intermédiaire, en fait, et qui vont décider, enfin, en fait, c'est des stratégistes, quoi, on peut les appeler, qui vont définir la stratégie en disant, moi, j'ai envie de valider 3 blockchains parce qu'elles sont super rentables et elles sont éprouvées, et je vais être en partenariat avec ces 5 node opérateurs professionnels que je connais et avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis 5 ans, quoi. Et donc, en fait, en sélectionnant ces 2 acteurs, ils construisent une stratégie qui est rentable et sur lesquelles les gens peuvent gagner plus d'Ether sans pour autant se mettre trop à risque. Et après, c'est du coup à chaque stratégiste là de définir un peu le niveau de risque et sur quel réseau est-ce qu'ils vont vouloir travailler, quoi. ça fait peur quand même parfois quand on voit les montants ou comme Lido ou Eigenlayer,
Tout ça, je me dis à chaque fois, enfin dans la crypto, on dit à chaque fois: «Oui, c'est audité, vous inquiétez pas» et puis le jour où il y a un gros là qui va lâcher et ben, en fait, il y a tellement de petits qui sont rattachés à ces gros que j'ai bien peur que ce soit, vraiment, ça aille vraiment vers le bas très vite c'est bizarre, mais avant, quand on disait le staking, on dit: «Oui, mais il faut, une durée pour du coup sortir, donc tu dois attendre 7 jours, 14 jours». Mais non, maintenant il y a le liquide de staking, donc tu peux sortir plus vite, donc c'est et toujours parfois je me méfie, enfin je me méfie, je prends toujours des pincettes et je dis toujours: «Attention quand même, ne mettez pas tout», parce qu'on est souvent encore dans des versions, bêta où, on s'appuie encore sur des gros protocoles et pour l'instant, n'ont pas connu encore de voilà, de gros coups durs, hein, pour l'instant, donc de hack ou de choses comme ça ou de failles. Donc parfois, ça me fait un petit peu peur quand je vois beaucoup de petits, comme tu disais tout à l'heure, des surcouches et ça me Mmh. fait un petit peu peur. Parfois, si un jour il y a un pépin, d'en bas sur, bah, déjà aussi la centralisation du point de départ, hein, quand on voit que Mmh. quelques personnes peuvent, ont de nombreuses clés, il y a eu quelques informations. Voilà, parfois c'est quand même, voilà, faut Ouais, ouais. réfléchir avant de tout Non, c'est mettre, clair, hein. c'est clair. Après, c'est une q ouais, il y a toujours une question de enfin, chacun choisit un peu son niveau de risque, c'est clair. Après, c'est vrai que le risk taking en permet d'augmenter, cette réutilisation et cet effet de levier sur le staking, on va dire. Mais après, c'est à chacun un peu d'être raisonné, de savoir où s'arrêter, quoi. Heu, Ouais, enfin, je et de ou de déposer sur des gens qui, bah, justement, sont plus raisonnés que d'autres, quoi. Je sais que typiquement sur Eigenlayer, il y a hem, certains, LRT, donc Liquid Risk Taking Tokens, qui vont avoir tendance à valider, tout et enfin tout, en fait, tous les services par-dessus Eigenlayer. Là où d'autres, ils vont être plus en mode: «Bah non, on valide, 3 services sur les, 15 qui existent parce qu'on veut, prendre les choses beaucoup plus lentement». Donc en fonction de ton appétit pour le risque, tu peux aller voir justement différents acteurs, OK. Là, par exemple aussi quand tu as parlé de tokens, c'est vrai que par exemple, on voit souvent, est-ce qu'un token sert spécialement à la gouvernance? Est-ce que le token sert à payer aussi les frais de la chaîne, à valider, du coup les transactions? Sortir trop tôt son token aussi ou se lancer trop tôt peut être un inconvénient par rapport à d'autres concurrents qui vont prendre le temps de faire se le lancer. choix de s'ouvrir à d'autres écosystèmes aussi, c'est là, vous êtes que mmh. sur Avalanche, est-ce que vous Ah oui. vous auriez, par exemple, Et si vous et par exemple, l'utilité, comme tu as dit, d'un token pour les projets comme ça, tu le vois que dans la gouvernance? Tu vois comment l'utilité, de ces tokens, de tous ces projets de restaking? Ah oui. Ah, pour le projet de recycling lui-même? Par exemple Ou Suzaku, ouais, Eigenlayer ou c'est ça, Helvetic? tout à fait. Parce que là, c'est quand même tout nouveau. On Heu, voit que ça a été airdroppé par phase. On a maintenant saison 3, saison 4, enfin, ah on oui, se oui. dit: «Oui, peut-être saison 8». Ouais. Bah, honnêtement, les tokens de gouvernance de protocole de restaking, enfin de liquid restaking, je s bon, l'utilité est un peu limitée, de mon point de vue. Hem, Après pour les Eigenlayer, ils ont essayé de les Eigenlayer, ils sont forts pour, créer des nouvelles, narratives, c'est-à-dire que les gens ont pas encore bien compris ce que c'était que le restaking et ensuite ils ont créé le intersubjective, token, qui est encore plus compliqué à comprendre et j'avoue que, bah, nous, on va typiquement sur Suzaku, on va pas, les copier sur cette partie-là, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à unpack, en fait, côté restaking. Dans le restaking, il y a beaucoup d'inconnus, on sait même enfin, le slashing est même pas encore activé sur Eigenlayer. On sait même pas, les gens, ils parlent toujours de c'est quoi le montant de restaking dont j'ai besoin et quels sont les risques de slashing. En mmh, fait, c'est 2 questions. Dans toutes les conférences où tu vois des talks par rapport à ça, ils sont en mode: «Ah, on verra quand ce sera activé». Donc, Ça fait peur. en fait, personne vraiment ne sait exactement comment répondre à ces questions. Il y a des cabinets de mathématiciens qui font des modèles et tout, mais, je pense que tant qu'on n'aura pas vu ça dans la vraie vie, on pourra pas, tout faire, via des simulations, en 4D, avec des dimensions que les gens comprennent à peine, quoi. Mais,
Mais du coup, oui, pour le token, ouais, je suis d'accord que c'est un peu dur à voir aujourd'hui que ce que ça va donner. Après, sur Suzaku, on a une autre utilité pour le token. Mais du coup, peut-être qu'on peut parler de Suzaku Avec plaisir. maintenant. Et du coup, je vais refaire un petit point sur Avalanche. Petit historique. Donc, en effet, Avalanche s'est lancé fin 2020. La DeFi début 2021, je crois, sur la C-Chain. Donc, en fait, Avalanche s'est lancé avec 3 blockchains. Il y avait la X-Chain, donc la Exchange Chain, qui était la première chaîne, en effet, qui était supportée par les DEX, les SEX, pardon, au début, les Centralized Exchange. On pouvait retirer l'argent. En fait, cette chaîne, c'était un peu la chaîne benchmark d'Avalanche. C'est là qu'ils ont fait tous leurs benchmarks où ils disent ouais, 4500 TPS sur Avalanche. Euh, En fait, aujourd'hui, plus personne n'utilise cette chaîne parce qu'elle est très limitée. Il n'y a pas de smart contract en fait dessus. C'est juste du transfert d'assets euh, et de NFT, enfin, du transfert d'équivalent de RC20 et de NFT sur cette blockchain-là. Euh, il y a une autre chaîne qui est la C-Chain. Donc, pour le coup, c'est la chaîne la plus populaire d'Avalanche aujourd'hui. C'est en fait une EVM, mais qui utilise le consensus Avalanche. Euh, et donc, sur cette blockchain-là, aujourd'hui, il y a un peu plus d'1 milliard de TVL, je crois. Avalanche est quand même toujours dans le top 10 hein, des blockchains les plus populaires. Elle était plus haut dans le cycle précédent, top 5, je pense. Euh, mais c'est une chaîne qui marche assez bien. Après, aujourd'hui, ils ont un peu plus de difficultés à être compétitifs par rapport au L2 parce que les L2, le prix de gaz, c'est vraiment très très faible. Donc Ouais, il y a un Avalanche, peu sur Avalanche, là, pour les approvals, encore un peu long. On attend la mise à jour, ça devrait être plus rapide, mais là, c'est encore un petit peu, tu quand ouais, même ouais, je te jure, tu quand même plus d'1 minute, hein. Enfin, c'est long, hein, ah maintenant, ouais, juste pour un approval, hein. Juste, ok. là, pour aller mettre Ça sur doit le dépendre truc, de... Ouais, je te jure, j'ai fait ça doit remonter, dépendre des moments, ouais. à Ok. Cam, j'ai fait remonter à Cam, Benbrick, Mhm. et il m'a dit: «Ah, mais ce sera rectifié à la prochaine, mise à jour normalement», mais c'est pas si long que ça, hein, et comme tu dis, Ok. après les frais aussi restent très bas. Enfin, ça reste Ça reste raisonnable. bas, mais c'est moins bas que c'est sur les L2. C'est ça que je voulais dire. OK, C'est pour ça, je pense désolé. qu'au niveau TVL, tu vois, c'est un peu moins haut que bah, typiquement par rapport à Arbitrum ou Base, quoi, qui sont un peu au-dessus, parce que pour le coup, les frais sur ce genre de chaîne sont dérisoires. Euh, Enfin, c'est des L2, donc il n'y a pas les mêmes problématiques aussi derrière. Mais par contre, les frais devraient être vachement réduits bientôt, parce qu'en gros, ils vont diviser par 25 le frais de base sur Avalanche, là, Mmh. avec la mise à jour. Euh, donc, ça va être le frais minimal, parce qu'aujourd'hui, le frais minimal, il est à, en gros, ouais, 25, je crois, ils vont le mettre à 1. Et donc, ça va faire que pendant les périodes un peu de creux sur Avalanche, ça va être beaucoup moins cher euh, que ça ne l'est aujourd'hui. Donc, hopefully, ça va ramener un peu plus de TVL. Mais donc voilà, la chaîne principale d'Avalanche, c'est la C-Chain. Et il y a beaucoup de gens en fait qui croient qu'il n'y a que ça sur Avalanche, donc en gros qu'il n'y a que la C-Chain, quoi, qui est l'EVM, en fait que Avalanche est un fork d'Ethereum et que ça va juste plus vite et ça coûte moins cher en gros. Comme l'est un peu Polygon. Donc déjà, il y a un point où Avalanche est intéressant, c'est le consensus justement, l'algorithme de consensus. Euh, En fait, c'est la seule blockchain, je crois, qui utilise ce genre d'algorithme, en fait, qui est un algorithme euh, probabilistique. Euh, à la différence de, par exemple, Ethereum, où Ethereum, je crois qu'il me semble que à chaque période, époque, ils vont sélectionner 500 validateurs, et ces 500 validateurs doivent prendre une décision pour dire, bah, OK, ce bloc, il est valide, quoi. Bon, c'est un peu comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 500 validateurs qui doivent se parler entre eux pour faire une décision. Donc, ça prend du temps. Là où Avalanche, plutôt que de requêter l'intégralité des validateurs à chaque bloc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, se base sur les probabilités. Donc, en fait, de la même manière qu'un sondage, quand on fait un sondage dans la population française, on va interroger 1 500 personnes. Et ça va nous suffire, en fait, à tirer des conclusions sur l'intégralité de la population française, à des probabilités assez élevées. Euh, et ils font la même chose, c'est-à-dire que plutôt que de requêter l'intégralité des validateurs, ils vont requêter 8 validateurs, il me semble, à plusieurs fois d'affilée. Donc, en fait, ils vont dire, bah, à ces 8 validateurs-là, est-ce que ce bloc est valide? Oui ou non? Celui-là, etc. En fait, chaque nœud du réseau va Ouais. faire ça avec ses pairs plusieurs fois. Et jusqu'à un moment où il va se dire, OK, bah, j'ai fait
assez de fois pour savoir que j'ai 99,99% de chance d'être sûr que ce bloc est valide. Et donc, en fait, le consensus Avalanche se base sur les probabilités. Et ce qui fait que, en fait, c'est un consensus qui est très rapide, d'une part, même si ça peut être lent parfois sur le réseau, je sais pas si c'est le VM ou le réseau, mais je trouve que c'est assez rapide par rapport à Ethereum, typiquement. C'est 1 seconde, il me semble. Enfin, non, je crois que c'est 2 secondes le block time sur la sidechain. Euh, et chaque décision est finale, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Une fois que le bloc il est validé, il n'y a pas ces 12 blocs à attendre là pour être sûr que la chaîne ne va pas revenir en arrière. C'est final. Et aussi, ça scale super bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Ethereum, il y a 1500 validateurs, plus de 1500. Et ils sont tous actifs et ils se parlent tous entre eux. Là où, typiquement, Ethereum, ils vont faire des sélections de 500 par 500. À chaque fois, ils vont sélectionner 500 validateurs. 500 validateurs. Avalanche, on travaille en permanence avec les 1500 validateurs actifs en même temps. Donc, enfin, le consensus en lui-même est intéressant pour tout ce qui va être, enfin, tout ce qui est la scalabilité, donc le nombre de nœuds que je peux mettre dans mon réseau. Donc, il y a certains use cases où ça peut être intéressant si on veut monter à des nombres de validateurs importants, par exemple dans les milliers, quoi. Bah, ça peut être intéressant d'utiliser ce consensus-là. Euh, donc ça, c'est une chose qui est différente par rapport à d'autres forks VM. Et l'autre point, c'est que bah, en fait, Avalanche a été conçu pour être un réseau de blockchain, donc un layer 0, comme Cosmos ou Polkadot, si certains connaissent. Euh, et donc pour faire ça, ils ont une autre blockchain qui s'appelle la P-Chain, donc la Platform Chain. Et en fait, sur cette Platform Chain, tous les validateurs vont venir s'enregistrer. Et donc, en fait, partager leurs clés publiques avec tous les autres. C'est là, en fait, c'est un espèce de registre où tous les validateurs s'enregistrent et aussi tout le monde peut créer des blockchains et l'enregistrer sur la plateforme chain, donc dans ce registre-là. Et là, je crée une blockchain, euh, je l'appelle Toto et je mets ces validateurs-là dedans, qui font déjà partie du réseau. J'ai jamais compris la rentabilité pour un validateur de ce genre de truc parce que s'il y a pas enfin, il y a pas s'il y a pas d'activité, du coup, les validateurs, j'ai jamais compris, comment ils pouvaient gagner de l'argent en mais je me suis toujours posé la question. Ouais, bah typiquement, oui, bah, c'est une des questions, des problématiques, ouais. Mais en gros, bah, les réseaux, ils génèrent quand même de l'argent, hein, Ouais, de, mais un court instant, en fait, le temps de la promo ou du marketing, mais après, enfin, parfois je me dis, les gens restent très peu, en fait, ou c'est très rare comme, Arbitrum ou Polygon qui ont réussi sans airdrop, sans mais c'est parce qu'ils étaient là aussi dans les premiers, ils ont eu, une bonne Hmm. hype et ils ont réussi, en fait, à aussi la confiance, à laisser, les gens ont laissé leurs actifs, sur la chaîne, sans forcément, à la chasse au airdrop. On était encore dans une période où les gens sont allés tout de suite. Mais aussi, Avalanche a bénéficié, hein, aussi, hein, comme Ouais, bah, Polygon, avec, comme tu disais, il y a eu le défi Summer, hein, où, enfin, où tout le monde allait farmer. Et Avalanche était là aussi avec pas mal de petits projets bah, qui n'existent plus. Hein. Mais ils ont eu majoritairement. beaucoup de petits projets où on pouvait déposer ses actifs. Mais ouais, mais j'ai jamais compris comment un validateur pouvait gagner de l'argent sur ces nouvelles. Ouais, C'est une- c'est une nouvelle blockchain. Ouais, d'accord. Bah, ça, c'est une des problématiques, ouais, bah, en fait, de n'importe quelle startup, c'est d'être rentable à long terme, quoi. Ouais, mais tu mets ça en avant. Tu mets ça C'est en avant, aussi ta blockchain, ton innovation, mais tu te dis comment les valider. Donc toujours l'argument de mettre ça en avant, comparé à d'autres innovations, ça m'a toujours, j'ai toujours un peu c'est ce que nous expliquait aussi, Cam Benbrick, Antoine. Il expliquait il y avait avec Chorus One, qu'il y avait des blockchains sur lequel ils étaient validateurs plus par, positionnement stratégique et stratégie d'investissement limite, long terme entre guillemets et que c'était, je sais plus le pourcentage, mais de mémoire, c'est une infime partie de ce qu'il valide qui lui permet entre guillemets, d'avoir une société viable Mhm. et que tout le reste, c'est, des paris sur l'avenir, quoi. Oui, oui, mais tu gagnes pas beaucoup. En fait, c'est comme sur Cosmos, mais tu gagnes beaucoup d'argent en validant les premières chaînes, les grosses chaînes. Mais après, dès que tu commences à aller en dessous, bah,
c'est vraiment du soutien et souvent et là, même Ouais, les bah, ça, c'est validateurs OK. font autre chose que valider parce que tu vois très bien que, c'est pas non plus tu es pas en Lamborghini, hein, les fondateurs, de sociétés de validation, c'est pas non plus, ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est pas comme le trading, des perpétuels ou des choses comme ça. C'est pas des gros protocoles qui ramènent, voilà, c'est je me fais enfin, les validateurs, c'est Ouais, pas ouais, non c'est clair. Non, mais c'est clair, c'est clair. Mais ouais, mais ça, c'est ouais, toutes ces questions sont intéressantes, c'est clair. Et en fait, on va aussi en parler un peu après, mais déjà, en tout cas, au niveau technique, c'est comme ça que enfin, Avalanche, c'est un réseau de blockchain. Donc à partir de là, il y a quelques personnes qui ont lancé comme des projets sur Avalanche, mais la problématique qu'avait Avalanche, en fait, c'est que contrairement à Cosmos, il y a des grosses chaînes qui utilisent, le Cosmos SDK, donc Celestia, il y a Osmosis, enfin, il y a quand même des gros protocoles qui utilisent en fait Cosmos, la technologie Cosmos pour créer leur blockchain. Donc c'est éprouvé. Avalanche, il y avait plusieurs barrières à l'entrée. La première barrière, c'était qu'il fallait, en fait, si je veux valider une petite blockchain là, comme dont tu parlais, bah, je vais devoir être validateur aussi de la seed chain, enfin du réseau principal. Donc ça veut dire que je dois Mmh. amener un capital de 2000 AVAX, qui aujourd'hui c'est 50 000 $, mais c'était beaucoup plus euh, il y a quelques mois. Et surtout, si je suis un validateur, je dois faire ça, mais aussi si je suis un nouveau réseau qui veut se lancer, bah, je dois avoir 5 validateurs minimum pour être à peu près stable. Ça fait que je dois avoir 250 000 $ qui sont immobilisés en fait juste dans le fait de rejoindre le réseau Avalanche. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est aussi bah, qu'il y a en fait le fait de devoir valider le réseau principal à la sidechain. La sidechain, c'est un réseau public, bah, comme Ethereum, comme Solana. Du coup, bah, il y a des scams, il y a des rugs, il y a du blanchiment d'argent potentiellement. En fait, on peut pas le maîtriser qui est dessus. Et c'est un frein pour tout ce qui est, c'est plutôt institutionnel pour le coup. C'est en fait, il y a des gens qui voudraient créer leur blockchain. Là, on parle plutôt bah, d'institutionnels qui ont beaucoup d'argent et qui veulent potentiellement en fait mettre un petit doigt dans la DeFi. C'est-à-dire ils ont des bitcoins maintenant, il y a des ETF, peut-être qu'ils vont avoir des bitcoins, ils veulent le faire travailler dans la DeFi, etc. Mais ils veulent pas pour autant être complices entre guillemets de valider une chaîne bah, où c'est le Far West et enfin où il se passe plein de trucs dessus. En fait, pour des raisons de compliance, ils peuvent potentiellement même pas le faire. Et, et en fait, Avalanche avait toujours cette contradiction où ils étaient en mode, bah, en fait, tu peux créer ta blockchain sur Avalanche, tu peux la personnaliser, tu peux utiliser le langage que tu veux, tu peux contrôler qui est validateur, tu peux contrôler qui fait les transactions dessus, etc. Qui peut déployer des contrats dessus. C'était un peu leur offre. Mais en même temps, ils étaient en mode, bah, tu dois quand même valider la sidechain qui est un réseau public. Tu dois payer pour cette validation-là avec des AVAX et en plus, tu dois bah, valider cette blockchain qui est publique. Donc, il y avait un peu une contradiction à ce niveau-là. Donc là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros changement qui arrive sur Avalanche, un changement au niveau protocole qui va, d'une part, retirer le prérequis de valider la chaîne principale pour pouvoir valider une autre petite blockchain, enfin un layer one, comme ils appellent ça maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'ils font le renommage aussi, c'est qu'avant, comme par défaut, chaque validateur était membre du grand réseau primaire, bah, en fait, c'était des sous-réseaux, parce que c'était des sous-ensembles, en fait, de l'ensemble des serveurs. Euh, là maintenant, euh, Là maintenant, ce sera plus le cas. Donc ils reprennent ça en layer 1, L1. Euh, donc pour valider un L1, maintenant, je suis plus obligé d'être membre du réseau principal et j'ai juste à payer un frais continu en fait de 1,33 VAX par mois, je crois. Aujourd'hui, ça fait 30 $ pour valider ce réseau. Donc, c'est le coût de base, c'est juste ça. Et donc ça ouvre déjà, déjà, ça réduit grandement, enfin, ça résout les deux problèmes. Donc, ça réduit grandement le capital à l'entrée pour tous les projets qui veulent lancer des blockchains. Et deuxièmement, ça permet à des blockchains d'être décorrélés du réseau principal et de pouvoir bah, être beaucoup plus compliant s'ils veulent avec certaines lois. Ça, c'est pour les institutionnels. Je parle beaucoup d'institutionnels parce qu'Avalanche, ils ont toujours été bons là-dedans. Ils ont pas mal de blockchains enfin, pas mal de grandes banques, de gouvernements qui sont déployés sur Avalanche aussi. Euh, des choses qu'on voit pas trop d'ailleurs sur les autres écosystèmes. Donc, il y a potentiellement un coup à jouer là-dessus. Et donc voilà, donc ça c'est le gros changement qui arrive et c'est assez cool parce que nous,
nous, on croit au, au modèle du scaling horizontal depuis longtemps, c'est-à-dire d'avoir plusieurs blockchains dédiées. En fait, ça va permettre d'ouvrir le potentiel des Layer 1 beaucoup plus sur Avalanche. Et il y a un autre point qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est en fait, ils vont permettre de définir les règles de la blockchain avec des smart contracts. Donc, en fait, on va pouvoir implémenter, bien sûr, des blockchains proof of stake, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi des blockchains proof of authority, qui en fait, c'est juste, j'ai une clé admin et je dis qui est dedans. Ce qui se passe aujourd'hui sur Avalanche, c'est-à-dire qu'il y a quelques grosses blockchains, dont il y a une DeFi, par exemple, qui fait beaucoup de transactions. C'est un order book. En fait, aujourd'hui, la majorité des layer, enfin, en fait, tous les layer 1 sont proof of authority. Euh, pour plusieurs raisons. En fait, la première raison, c'est que techniquement, c'était pas possible vraiment de faire autre chose sur Avalanche. Et, euh, et deuxièmement, c'est aussi que, en fait, nous, on pense à tout à coup que c'est comme ça que vont se lancer la majorité des projets, proof of authority, puis progressivement se décentraliser au fur et à mesure, onboarder enfin, ouvrir, en fait, la validation à d'autres gens. Euh, parce que, comme on l'a dit, c'est super dur de se lancer décentralisé de day one, euh, en proof of stake. Surtout pour des projets de moindre envergure, quoi. Enfin, après, si on a un projet qui a levé 20 millions chez des VC, c'est faisable. Et encore, parfois, ça se passe pas très bien. Euh, mais si c'est un projet qui est plus modeste, entre guillemets, ou qui veut monter un business plus classique, qui ont levé, je sais pas, 2-3 millions, ou qui ont pas levé du tout d'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué de se décentraliser au jour 1. Et donc, le modèle qui va se passer sur Avalanche, on pense, c'est on lance Proof of Authority, où la majorité des serveurs, enfin des validateurs sont fait tourner in-house par la team, potentiellement avec quelques partenaires, si jamais on veut être semi-décentralisé day one, quoi. Et petit à petit, on va ouvrir une proportion de la validation à des validateurs externes une fois qu'on aura lancé le token et que les gens pourront le staker, etc. Euh, Alors, il y aura plein de blockchains, mais est-ce qu'il y aura des applications nouvelles, des DApps nouvelles, où tu vois enfin, c'est toujours à chaque fois, il y a plein de blockchains, mais après, Ouais, enfin, là, on a en de la application. chance. Il y a un jeu qui fait pas mal de bruit, parce que Avalanche, ils sont pas mal laissés sur le gaming. Il y a un jeu qui s'appelle Off the Grid, qui a fait beaucoup de bruit là. En fait, il fait toujours beaucoup de bruit parce qu'il est top 1 un peu partout dans les downloads. Moi, je suis plus un gamer depuis quelques années, mais en tout cas, ça a l'air sympa. Et typiquement, eux, ils utilisent une blockchain Avalanche pour tout ce qui est trading de cosmétiques, en fait, enfin, d'items et de cosmétiques. Ils utilisent une blockchain pour toute cette partie-là. Une blockchain Avalanche, du coup. Donc, le gaming, c'est un des cas d'usage qu'on peut imaginer. Et donc, Suzaku, où est-ce que ça rentre là-dedans? Alors, après 50 minutes de record, parler du projet. Donc, des gens vont utiliser Avalanche pour lancer leur Layer 1. Ça coûte moins cher maintenant que il n'y a plus le prérequis de 2000 AVAX. Mais il y a toujours la question de comment est-ce que je vais décentraliser ce réseau. Une fois que j'aurai un peu lancé mon réseau, que j'aurai quelques utilisateurs, un peu de TVL, un peu d'adoption, je vais commencer à vouloir le décentraliser pour justement rajouter toutes les propriétés du Web3 à mon produit, quoi. Et donc, nous, on pense que le restaking, c'est une bonne solution dans cette phase de bootstrapping parce que, en fait, le token natif du Layer 1, soit ils l'auront pas encore lancé parce qu'ils disent on va attendre, on va d'abord lancer le produit, être sûr que c'est le bon modèle. Une fois qu'on est sûr, on va lancer le token, quoi. Soit le token vient d'être lancé, il a peu de liquidité, il a un petit market cap, je sais pas, il a 20 millions de market cap peut-être, et donc la stackable supply, elle est à 10 millions, je sais pas. Si jamais mon réseau, il veut sécuriser plus que ça, je vais être limité parce que les gens, ils auront pas confiance. Et en plus, euh, si j'ai par exemple 10 millions d'assets qui sont stake sur mon réseau, mais que j'ai 1 million de liquidité, quelqu'un dump sur le marché, finalement, ma sécurité, elle passe de 10 à 5 et c'est la panique, tout le monde se barre, voilà, du réseau. Parce que en fait, c'est
early death spiral, comme Egon Layer l'a théorisé, c'est que, bah, en fait, oui, les gens, ils se basent sur le montant de sécurité un peu pour faire confiance au réseau. Si jamais il y a un événement catastrophique qui va se passer, euh, par exemple, le prix de mon token qui va drop de 20%, ma sécurité est pareil, les gens ils sont dessus, ils vont dire putain c'est plus sécurisé, je retire mes fonds, et la cascade continue, la death spiral et mon token plonge vers zéro, ma TVL aussi, et Catastrophe. voilà. Et donc pour pallier à ça, ce que propose Suzaku en fait, c'est en plus du layer 1, en fait, du layer 1 token, qui peut être utilisé quand même pour du staking parce qu'on veut quand même que les gens ils participent activement au réseau et à l'économie de mon projet. Je vais pouvoir rajouter un autre prérequis avec un autre token qui est plus mature que mon token de base, typiquement Avax, Staked Avax, qui est ici le token qu'on peut restaker. En plus, Staked Avax, l'intérêt, c'est aussi qu'il est déjà sur le réseau Avalanche. Enfin, en plus, bon, il est déjà staké sur Avalanche. C'est le plus capitalisé sur Avalanche. Il y a 8 milliards de TVL aujourd'hui sur Staked Avax. Et donc, avec ça, je vais demander aux gens, bah, vous devez staker 1000 de mon token natif, mais aussi 500 AVAX que vous pouvez restake. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre sur mon réseau à moi, mais vous avez potentiellement aussi déjà mis sur d'autres réseaux. Donc au final, enfin, au niveau du staker, ça coûte moins parce que eux, ils ont déjà du SAVAX, donc ils yield à 7% aujourd'hui le revenu du staking AVAX. Et en plus, bah, ils sont sur, je sais pas, 4 réseaux en même temps. C'est que Euh, 7%. que 7% aujourd'hui, ouais. C'était 10 il y a quelques années. En fait, ça décroît parce que la particularité d'Avax aussi, c'est que c'est capped. Donc, en fait, ça va que faire décroître jusqu'à. Il y a 720 millions d'Avax, je crois, au total. Euh, D'accord, c'est beaucoup quand même. J'avoue, il y a de Bah, oui. il y a de l'inflation sur le token Avalanche. Mhm. Ouais, mais qui décroît. Donc là, on était à 10% quand ça s'est lancé. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 7. Donc, ça va décroître. Et j'étais sur je vais partager la petite doc, du coup, aussi, du projet, de votre projet. Aussi Mhm. pour toutes les personnes qui s'intéressent, ils peuvent aller consulter directement aussi la doc, mais c'est vrai que c'est assez complet. Donc voilà, c'est tout, moi j'ai eu une belle U un UX, quand même assez cool à tester votre produit. Ça marche très bien Ok. depuis quelques jours, on accumule des points, on sait pas à quoi ça va servir, mais C'est ça mystère. Bouche cousue. puis il y a le coq, il y a aussi un nouveau, je vois sur les réseaux, vous parlez beaucoup de ce jeton-là, Ouais, heu, ouais. et rajouté. C'est Ouais, un mème, ça, c'est ça? c'est un meme coin, ouais, c'est ça. Alors, on pourrait croire que c'est un peu une blague. En fait, en regardant de plus près, enfin, c'est un coin qui est quand même très capitalisé. Donc, c'est un coin qui a 100 millions de market cap quasiment. C'est un des plus gros, en fait, sur Avalanche. Et donc, et comme c'est un meme coin, bah, ça n'a pas trop d'utilité de base, mais il y a beaucoup de liquidité, il y a la supply est distribuée aussi. Donc, finalement, c'est un coin qui a pas mal de propriétés intéressantes pour sécuriser d'autres réseaux. Et puis en plus, comme ça a une grosse communauté, ça permet aussi si je lance mon projet et que je suis un peu, entre guillemets, aligned avec ce même coin-là, bah, je vais pouvoir attirer toute la commu. Là, il y a 100 000 personnes qui suivent ce truc, qui vont venir et qui vont être un peu excités à l'idée de participer à mon projet. Donc il y a plusieurs intérêts, on va dire, à supporter ça. Même si c'est un peu, ça peut paraître bizarre au début. Mais on pense qu'il y a un usage potentiel. Pour certains projets, bien sûr, si je suis un projet, je sais pas si je suis une banque, je peux utiliser ça en collatéral, mais potentiellement pour des projets plus communautaires, où je veux un peu bootstrap ma communauté, je fais un jeu, un truc marrant, un NFT, je sais pas, bah, je peux utiliser ça pour la sécurité, quoi. Mais ça fait pas longtemps que, vous êtes apparu, ça fait, un petit mois, je dirais Ouais, que même pas. En fait, on s'est lancé le 9, ça fait 20 jours là. 20 jours qu'on a lancé la DApp. L'idée c'était de se lancer avant le Avalanche Summit. Donc là, le Avalanche Summit, c'était le 16, du 16 au 18, je crois. Donc on était en Argentine là. Et du coup, voilà, c'était l'idée de lancer avant. Donc là, on commence petit à petit à faire connaître le protocole, à augmenter les limites. On a commencé avec des petites limites, histoire de s'assurer que tout fonctionne bien et qu'il n'y a pas de faille de sécurité. Et puis là, on travaille à augmenter la TVL. ça se remplit vite, hein, vos Mhm. limites. Ouais, bah ouais, c'est cool.
Vous avez combien de wallets, enfin quelques métriques par exemple en 1 mois là de lancement? Un peu Je moins crois même? qu'on est ouais, je crois qu'on est pas loin de 200 et 200 utilisateurs et ouais, voilà, d'après la TVL, c'est, aujourd'hui, c'est 1,3 million, je crois, à peu près. Bon, ça fluctue avec le marché, mais Et est-ce qu'il y a des mentors ou des personnes qui vous suivent de près, d'Avalanche? En tout cas, il y avait, Léo tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de lui, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes, qui vous suivent de près ou qui sont, enfin voilà, qui ouais, bien s'intéressent un peu? sûr. Ouais, ouais, alors oui, donc nous, on est très proche d'Avalanche. En fait, on est tout à coup, c'est né pendant, j'en ai pas parlé, c'est vrai, en fait, un accélérateur de l'écosystème Avalanche qui s'appelle Codebase. C'est un programme de 10 semaines où, bon, ils accompagnent, des startups, pour, peaufiner leur idée et se préparer à lever des fonds. Donc nous, on a fait ce programme en début d'année, et on a été pitché, à Austin, Texas en mai, pour Suzaku. Et du coup, bah, bien, c'est là que le programme, enfin, c'est là que Suzaku, a un peu atteint sa forme finale, on va dire, euh, pendant ce programme-là. Et donc, par ce biais-là, on est assez proche de certaines personnes chez Avalanche, parce que c'est la fondation Avalanche et Avalabs, qui est l'entreprise commerciale, qui chapeaute ce programme. Et même avant ça, via notre autre produit, en fait, on a plusieurs grants, de la fondation Avalanche, avec qui on travaille sur certains autres produits. Par exemple, il y a un produit qui s'appelle, H-Wallet, qui est, je sais pas si vous connaissez, Gnosis Safe. Ah si, Donc, oui. ouais. Donc c'est les multisig. Donc en fait, on permet, via ce produit-là, justement aux gens qui vont créer leur Layer 1 sur Avalanche, de, déployer les capacités de Gnosis Safe sur leur Layer 1. Parce que de base, en fait, Gnosis, il supporte que, toutes les chaînes principales. Enfin, il y en a une dizaine. Et du coup, avec ça, nous, on plug, ces capacités-là à toutes les blockchains Layer 1 sur Avalanche. Mmh. Et on fait ça pour la fondation, en gros. Donc on travaille déjà avec la fondation aussi sur plusieurs sujets. Donc on est assez proche, ouais, d'Avalanche et, on a aussi, deux mentors du projet qui sont des cofondateurs de Benki. Benki, c'est le plus gros, protocole sur Avalanche. Ils ont le plus gros landing protocole et le plus gros, liquid staking protocole sur Avalanche. C'est pour ça que SAVAX, là, c'est un des premiers, à s'être supporté aussi, parce que c'est nos advisors, de chez Benki. Mmh. Ils nous ont beaucoup aidé sur le projet. C'est pas mal d'avoir les plus gros, en plus, moi, c'est l'utilité que je préfère, en tout cas dans la DeFi, c'est le Mhm. lending borrowing. Donc, là, je trouve vraiment qu'il y a de l'utilité et là, je peux dire que le vrai mot, la DeFi, encore quand tu fais ça avec un stablecoin un peu, résilient, on va dire, Mm. sinon ça sert à rien. C'est pas vraiment la DeFi, mais bon, c'est qu'un avis, mais c'est pas mal d'être accompagné par les meilleurs et Mhm. il y Ouais, avait aussi ouais, ouais, c'est cool. Colony que j'avais connu, mais après j'avais gardé moins des bons souvenirs, mais je crois que je suis presque sorti, mais Colony Ouais, aussi. ouais, ouais, Colony aussi, on travaille pas mal avec Eli, ouais, qui est le, Bah, j'ai le rencontré une CEO, fois, le CEO, ouais. tu te rappelleras, je l'ai croisé, je crois Mm. à Chartres en sortant de la Fnac, une fois, alors qu'il est très peu en France, il était très peu en France à cette période. Tu l'as reconnu? Ouais, il avait un suite, C'est qui, un suite, Binance ou un suite, Mm. Avalanche ou un suite, mais ouais, je l'ai il reconnu avec, t'accompagne lui ici, donc voilà. ouais, Ouais. ouais, puis ça date, c'était, Mm. et Ils sont sympas aussi, ouais, ils nous aident pas mal. Bah, en fait, eux, ils ont déposé, 500 000 là, pour SAVAX, sur le protocole. Ils ont annoncé ça, c'est public, euh, pour nous aider à bootstrap la TVL. il a des informations qu'on n'a pas, c'est pas possible. Après, Razorway, c'est leur créneau aussi, quoi. Eux, c'est le Colony, c'est pour lever des fonds pour la communauté. Donc, Ouais, mais bon, après, on reçoit plein de petites miettes où les projets n'existent plus. Alors, on a des petites miettes et puis c'est ah plus ouais, cher de c'était le jeu du Web3 et du monde des startups aussi, hein. Les boîtes, elles se faire créent, elles se attention, développent. c'est pas évident, hein, de ressortir gagnant partout. Ah, c'est clair. Ah, ouais, Et beaucoup de boîtes dans le Web3 sont des startups, donc, Et tout ça, sur l'interopérabilité, tout ça, comment ça Avalanche par rapport à toute cette nouvelle chaîne, donc je vais arrêter de dire sous réseau, mais à toutes ces nouvelles chaînes qui peuvent se construire, Mhm. en payant un abonnement, tu as dit une trentaine de dollars environ, par mois.
Est-ce que tout ça, sera, interopérable? Ouais, bien sûr. Avalanche aussi est un peu différent là-dessus. En fait, comme, enfin la particularité d'Avalanche, c'est d'avoir justement cette chaîne, registre là, dont on a parlé tout à l'heure, et en fait qui fait que tous les validateurs se connaissent entre eux et ils connaissent tous leurs clés publiques. Et ça permet d'avoir, une interopérabilité qui est très efficace, contrairement à ce qui est Cosmos, par exemple. En fait, dans Cosmos, ils ont ce qu'ils appellent IBC, donc Inter-Blockchain, Security. non, non, Security. Si. IBC, Communication. Moi, enfin, c'est le protocole de communication. Non, Ah oui, ça, c'est ICS. oui. Moi, je pense que c'est Inter-Blockchain Communication, tout simplement. Et ce protocole-là, si on veut intégrer deux chaînes ensemble, en fait, elles vont devoir chacune avoir connaissance de l'état de l'autre. Donc, en fait, on va devoir installer une espèce d'extension sur chaque chaîne, donc un light client, comme on l'appelle, qui, en fait, monitore en permanence ce qui se passe sur une chaîne et sur l'autre pour que la chaîne de destination soit au courant de ce qui s'est passé sur la chaîne source, dire, OK, bah, il y a bien eu un message qui a été émis sur la chaîne source, et donc je peux recevoir, par exemple, des tokens sur la destination. Avalanche, comme ils ont cette chaîne registre où ils ont toutes les clés publiques, ben, ils peuvent uniquement se baser sur les signatures des messages plutôt que sur l'état de la blockchain. En fait, ça fait que c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de prérequis pour communiquer entre n'importe quelle blockchain. Avalanche. Du coup, ouais, Et c'est les actifs, c'est les actifs réels qui bougent sur l'autre chaîne. C'est ça ouais, qui c'est me ça. plaisait un petit peu sur Cosmos, c'est qu'on rajoutait pas une lettre devant. Enfin ça Ah ouais, j'aurais ouais. aimé pas qu'on Mhm. rajoute une lettre ou un X ou n'importe quoi Ouais, devant. c'est ça. Et Sur Avalanche, typiquement, la majorité des assets, je pense, vont être émis sur la sidechain. Enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais en gros, la sidechain va rester, je pense, le liquidity hub pendant un petit moment. Et le DeFi hub, là où les assets sont créés et vont vivre la majorité du temps dans la DeFi, enfin, tout ce qui est lending, etc. Et si on veut et par contre, si on veut les bridger sur une autre chaîne, ben, on peut le faire directement sur la sidechain. Dans ce cas-là, il y a pas d'extension, il n'y a pas de préfixe qui définit que ça vient de la sidechain. Après, si on veut bridger entre deux blockchains qui sont pas la sidechain, par exemple, là, on va devoir repasser par la sidechain. Parce qu'en gros, pour éviter de mettre enfin, des autres trust assumptions, quoi. Justement, pour éviter de rajouter ce petit suffixe là, ou préfixe. On repasse par la sidechain, on repasse par la chaîne parent de l'asset, quoi. Ensuite, on le rebridge vers la chaîne de destination. OK. Gauthier, on arrive un petit peu sur la fin du format. Il nous reste une question qui est, habituelle et qui revient régulièrement. Est-ce que tu aurais pour nos lecteurs qui souhaitent, un petit peu approfondir, tout ça, une ressource, de chevet ou un livre de chevet qui permettrait un petit peu, de se coucher moins bête? Ça peut être également une chaîne YouTube, voilà, quelque chose qui permet de grandir un peu dans l'écosystème. Mhm. Spécifique à Avalanche ou juste de manière générale? Comme tu le souhaites, ça peut, vraiment voilà, ça dépend. Les invités vous êtes tous libres de choisir, ça peut être Ok. spécifique à Avalanche, ça peut être, spécifique à ton «corps de métier» entre guillemets, voilà. Mais tu peux en citer plusieurs, hein. Tu peux citer pour Avalanche. Aussi. C'est libre en Ouais, fait. ouais. Il y en a Euh, qui citent des fois leur propre contenu. Voilà, c'est vraiment, si tu veux te faire de la pub, c'est le moment aussi. ouais. Vraiment, il y a Je suis en train de travailler sur Level Up, mon Evo Twitter, mais pour l'instant, je suis pas encore la plus grosse source de contenu disponible. Mais il y a quelques podcasts euh, Ouais, moi, j'aime beaucoup écouter les podcasts, mais parce que j'ai pas de Ah, lave-vaisselle, donc quand je fais la vaisselle, j'écoute un podcast. Euh, Tu peux être concentré. ouais. La vaisselle, c'est pas très, ça demande pas beaucoup de concentration ça va, oui. Des notes. Je prends des notes. euh, du coup, il y a un podcast qui s'appelle The Roll-Up, qui est pas mal, qui est un podcast. Après, moi, j'écoute que en anglais, donc, enfin, en général, pas beaucoup. The Roll-Up, qui est un podcast sur tout l'écosystème Ethereum plutôt, qui est assez qualitatif avec des invités C'est ça? assez cool. Ouais, c'est celui-là. Euh, après, après classique.
Bah, Bankless, mais bon, ils sont un peu polémiques, mais parfois il y a des trucs sympas dessus. Euh, Pour faire cliquer. ouais, c'est ça. Et puis, j'avoue que je sais plus tous les noms. Et puis Bell Curve aussi, ouais. Bell Curve, pour le coup, c'est assez qualitatif également. Bell, donc BE2L, Curve. Aussi assez sympa. On mettra tout ça dans l'article et on mettra, bah, du coup, tous les liens qu'on a évoqués, bah, on les mettra dans l'article et puis, Mhm. bah, merci Gauthier de t'être, prêté au jeu et d'avoir répondu à nos questions et puis on invite toutes les personnes à s'abonner et à liker la vidéo et puis vous pouvez toujours mettre un commentaire. Je pense que Gauthier, répondra aux commentaires si vous avez des questions. Merci encore Gauthier. Avec plaisir. Au revoir. Merci de m'avoir accueilli.